Alors c'est vrai qu'on a flirté avec cette barre symbolique ces derniers mois sans jamais la dépasser. Eh bien on y est, c'est une première d'ailleurs en 10 ans. Le coût d'emprunt de l'État français à 10 ans est au-delà des 3%. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Wechter, chef économiste chez Ostrom Asset Management. On le disait depuis longtemps, mais ça y est, on y est bien, là, la fin de l'argent pas cher, ça y est, on est carrément dedans. Il faut se rappeler, il y a un an, hein, la France s'endettait, j'ai regardé à quoi 0,2, 0,3%. On est à 3%, c'est un cap évident parce qu'on n'était pas très loin pendant des mois et des mois, mais ça y est, on y est là aujourd'hui, hein. Oui, on est sur un niveau qui est assez symbolique malgré tout, mais 3%, c'est un taux qui est, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'on n'a pas connu depuis une dizaine d'années. Donc c'est quelque chose d'important. Ce qu'on observe malgré tout, c'est que tous les taux européens suivent un peu le même processus, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Italie, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Même tout le monde connaît ce mouvement haussier sur les taux. Ça n'est pas spécifique à la France, et je pense qu'il faut le rappeler. Ouais. Après, vous avez raison, tous les pays sont à l'unisson. Après ça, elle est curieuse, cette poussée, encore une fois, sur les taux d'intérêt français, alors que l'inflation semblait donner quelques signes, là pour le coup je parle de la zone euro, de ralentissement. On n'y est pas encore. On a eu pas mal d'interrogations du côté de la Banque centrale européenne. On l'a vu au moment de la dernière intervention de Christine Lagarde après le Conseil de politique monétaire de la BCE. Il y a une interrogation sur ce qui va se passer en début d'année, sur la stratégie qui va être menée par la Banque centrale européenne. Et donc tout ça crée encore de l'incertitude qui fait que les taux d'intérêt vont se caler sur des taux peut-être un petit peu plus élevés que ce qui était imaginé, compte tenu de ce qu'a pu indiquer la Banque centrale européenne au mois de décembre, en disant ils iront probablement un petit peu plus haut que ce qu'avaient imaginé des investisseurs il y a quelques semaines. Ouais, après Philippe, on dit souvent que pendant les périodes de fête, la trêve des confiseurs, il y a moins d'opérateurs de marché, donc moins de volume, donc parfois les taux remontent un petit peu. Aujourd'hui, on est toujours au-delà des 3%, et on se dit, bon voilà, il se produit quelque chose en Chine, on l'a dit largement, enfin on l'a lu en tout cas depuis maintenant, et on le sait depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines. Pékin passe du zéro Covid à l'infini Covid en réouvrant totalement le pays. En quoi, justement, la fin du zéro Covid, ça peut pousser à la hausse les rendements? C'est un début d'explication. En quoi ça peut pousser à la hausse les rendements souverains, européens et mondiaux? Ça crée de l'incertitude. On est toujours dans cette même logique, c'est-à-dire que l'économie change de forme et la question chinoise modifie encore les choses. On crée de l'incertitude. Est-ce que cette situation chinoise va créer des pénuries? Est-ce qu'elle va créer des tensions sur les prix? Est-ce que finalement les banques centrales vont réussir à maîtriser l'inflation comme elles souhaitent le faire? Est-ce que ce choc chinois n'est pas un élément qui n'était pas complètement prévu dans tous les éléments d'analyse qui avaient été faits, parce que Xi, au mois d'octobre, nous avait clairement indiqué que la politique de zéro Covid ne serait jamais abandonnée. On voit qu'elle a été abandonnée, on voit que ça crée des effets de répercussion tout à fait Alors, considérables. quels effets? Juste parce que, Philippe, il y a deux effets. Il y a l'effet de pénurie parce que nouvelle désorganisation, puisqu'il y a beaucoup d'employés chinois qui ne peuvent pas aller travailler, donc ça peut créer effectivement des pénuries, donc augmenter les prix. Et si la machine se réouvre vraiment, chinoise, elle est grosse consommatrice, on sait, de matières premières, d'énergie, et donc ça pousse aussi à la hausse les prix. En fait, c'est jamais bon pour il faut l'inflation, voir quoi. les choses en deux temps, c'est-à-dire qu'à court terme, le risque est plutôt à la pénurie, parce qu'on voit une montée des contaminations assez marquée jusqu'à la fin de l'année. Il semblerait d'ailleurs que le pic des contaminations ait été atteint dans les grandes villes chinoises. J'ai lu ça ce matin dans un journal bien informé. Donc là, il y a peut-être moins de risques. Ce qui est intéressant, c'est que on n'aura pas d'effet inflationniste du type de celui du printemps 2021, parce que les tensions ne sont pas les mêmes. Les tensions sur les transports, sur le prix de l'énergie ne sont pas les mêmes qu'à l'époque. Donc le risque d'un emballement est plus limité. Après, dans un deuxième temps, l'ouverture de l'économie pourrait générer davantage d'activité en Chine, davantage de tensions sur le prix des matières premières,
Mais on n'y est pas encore parce que l'économie chinoise va pas si bien que ça, indépendamment de cette question de la levée de la politique zéro Covid. Si cette politique a été levée, c'est que l'économie chinoise ne va pas bien du tout. Oui, c'est le primat de l'économie sur la santé pour le coup là. Philippe, si l'inflation repart à la hausse, à cause notamment de la Chine, je reviens à nous en Europe, la Banque centrale évidemment sera amenée à répondre et ça pourrait entraîner de nouveaux tours de vis en plus monétaires. Peut-être, à voir, mais c'est clairement, Christine Lagarde et la BCE ne veulent pas se laisser surprendre par un risque inflationniste supplémentaire. En d'autres termes, les banquiers centraux, et on aura la même chose aux États-Unis, veulent être sûrs que l'inflation sera définitivement terminée au moment où ils commenceront à baisser les taux. Mais tant que il y a un risque, tant qu'on a la suspicion d'un risque inflationniste, les banquiers centraux vont rester très restrictifs, qu'on soit aux États-Unis ou en Europe. Et les discours qui ont été tenus à la mi-décembre sur ce point ont été, me semble-t-il, assez clairs. Donc on se dit quoi en conclusion, Philippe? Ce 3%, c'est un plancher, il n'y a rien d'anormal à ce qu'on ait 3% de taux d'intérêt sur la dette souveraine française, qui n'est pas une spécificité franco-française, on l'a dit, hein, tous les pays voient leur rendement souverain augmenter. On s'inquiète, on ne s'inquiète pas, il y a un risque d'emballement, ou on se dit que finalement on est au niveau où on devrait être depuis maintenant longtemps? Il y a deux questions. La première, c'est celle sur l'inflation. Si on pense que les banquiers centraux, quoi qu'il arrive, réussiront à maîtriser cette inflation, la prime d'inflation sur les taux longs va se réduire et les taux longs ne bougeront pas beaucoup. Ça, c'est le premier point. Ouais. L'autre question qui est posée et qu'on a au quotidien, c'est si les taux d'intérêt remontent, l'État va être contraint davantage et la dette publique va augmenter un peu plus vite. On n'en est pas encore là, puisque vous savez, quand on regarde la dynamique de la dette publique, on regarde l'écart entre le taux d'intérêt et le taux de croissance nominal de l'activité. Et le taux nominal est aujourd'hui, la croissance nominale de l'économie française, c'est-à-dire le volume plus les prix, augmente toujours beaucoup plus vite que les taux d'intérêt. Et donc, l'effet boule de neige qu'on peut craindre par moment ne joue pas encore. Donc, sur la dette publique et sur les charges d'intérêt, etc., il n'y a pas encore d'alerte. La vraie question est de savoir comment on appréhende l'inflation. Est-ce que, pour l'instant, on voit des prix de l'énergie qui sont très bas, prix du gaz, prix du pétrole, et il y a cette hypothèque chinoise à moyen terme, si effectivement l'économie chinoise s'emballe, mais ça me paraît d'une probabilité assez limitée. Et si ce n'est pas le cas, les banques centrales feront le nécessaire pour que les anticipations d'inflation soient réduites et que les taux d'intérêt ne partent pas à la hausse, mais plutôt peut-être dans le sens inverse. Ouais, parce qu'on a quand même vécu, il faut quand même le rappeler, Philippe, on finit là-dessus, on a quand même vécu un krach obligataire. On ne l'a pas assez dit en 2022, mais c'est du jamais vu quand même. C'est pire qu'en 1994, qui était là une référence sur les taux. C'est d'une violence inouïe et on ne pourra pas revivre en 2023 ce qu'on a vécu en 2022 sur les taux. Hein. Absolument, parce qu'on a eu des mouvements de taux qui peuvent paraître un petit peu anodins, parce qu'on même 3%, c'est pas très élevé, mais compte tenu des niveaux de taux, les prix ont beaucoup bougé. Les prix obligataires, c'est l'inverse des taux d'intérêt. Et ces prix-là ont beaucoup bougé. Je crois que c'est entre moins 15 et moins 20. Ça fait entre moins 15 et moins 20 Et donc, les baisses de prix ont été bien supérieures à ce qu'on a vu sur les marchés boursiers. Et donc, les investisseurs sont échaudés par cette situation et tout le monde a envie de croire que les banquiers centraux vont réussir dans leur opération de stabilisation de l'inflation pour réduire ce type de risque. Allez, merci beaucoup. Explication signée Philippe Wächter, chef économiste d'Ostrum Asset Management. Tous mes voeux. Bonne année, hein, Philippe. Tous mes voeux à vous également et tous mes voeux aux auditeurs également. C'est gentil. Allez, à bientôt. Merci. Ciao. Au revoir.